Bienvenue sur le plateau des Love Sister. Et nous avons aujourd'hui un immense plaisir de recevoir, n'est-ce pas Soraya? Oui. Marie-Laure, une nouvelle chroniqueuse. Ravie d'être parmi vous. Bonjour Et- Marie-Laure, bienvenue. Bonjour. Et que fais-tu dans la vie, Marie-Laure? Je suis graphiste. On t'a alpagué comme ça, hein? Comme ça, oui. Non, c'est toi qui as demandé, hein, je crois. Hein. Non, tu es graphiste en quoi? Je suis chargée de communication, graphiste. Je crée tout un ensemble de supports pour le Publicitaire? web et pour le print aussi. Voilà, exactement. Bravo. Alors, on peut applaudir, n'est-ce pas, la nouvelle Marie-Laure. chroniqueuse, Marie-Laure. Bienvenue Marie-Laure. Et aujourd'hui, nous allons commencer par de charmants invités qui sont là, tous présents ici, qui vont participer à toute discussion, parce qu'ils ont le droit, finalement. C'est interactif, donc il ne reste pas à attendre leur tour. S'ils ont envie de poser une question, ils posent une question. Voilà, vous avez tous compris. Soraya, tu nous as invité quelqu'un de génial. Oui, j'ai invité une belle personne, Clotilde Verriès. Je ne me trompe pas dans la prononciation de votre nom? C'est parfait. Voilà, Clotilde, elle est peintre, autrice et réalisatrice. Ça en fait des choses pour une seule femme. Oui, merci. Mais j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc et d'être Approche. pluridisciplinaire. Vraiment, c'est une chance parce qu'en fait, chaque art nourrit l'autre. Parce qu'un art n'est pas cloisonné dans quelque chose de particulier. Il a une dimension et je me nourris comme ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, hein, de Mais toute oui, façon. exactement. Donc, vous avez participé lors de la journée de la femme, alors dites-moi si je me trompe, au journal d'une rêveuse. Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai eu la chance de faire ma première exposition, de participer à ma première exposition internationale en Italie, à Lecce. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville dont on dit qu'elle est la Florence du Sud. Et donc, c'était une manifestation où des femmes du monde entier étaient invitées. Lorsque vous parlez d'exposition, il faut expliquer aux téléspectateurs quelle Oui. exposition, donc sur quelle exposition? Oui, Journal d'une rêveuse, c'était autour de la journée internationale des droits des femmes, donc de février au 8 mars, des femmes qui montraient que l'art pouvait avoir une dimension enrichissante de façon à supporter les difficultés du monde actuel. Voilà, c'était ça Bravo. la démarche. Donc vous voulez toucher en fait la femme, hein, bien Oui, évidemment, oui. faire changer les choses également. Mais c'est-à-dire que je peins donc avec des émotions qui me sont données, si l'on peut dire, ou procurées par des événements tragiques, à savoir que là j'ai apporté un tableau que j'ai peint par rapport aux événements qui se sont produits le 7 octobre, puis le massacre du Hamas, puis la guerre d'Israël. Voilà, donc par rapport à une chanson, donc je peins en musique, par rapport à une chanson d'Anne Sylvestre qui raconte quelque chose d'extraordinaire pour les enfants. La chanson s'appelle Café au lait. Café au lait parce qu'elle dit que les enfants sont tous faits de lait, dans le refrain, avec plus ou moins de café, de grenadine ou bien de thé. Et elle a tout compris. Elle montre aux enfants qu'on est tous pareils. Quelle que soit la couleur de peau, on a tous été nourris avec la même chose. Et le racisme ne devrait jamais exister. Il existe. Mais quand tu dis massacre du Hamas, ça veut dire quoi? Mais il y a eu, vous avez su ce qui s'est passé. C'est ce qu'on nous a dit. Je n'ai pas été voir qui a tué qui, mais je sais qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont été assassinées le 7 octobre de l'année dernière. Exactement. Puis D'accord. après, il y a une voilà, guerre je comprends mieux. Mais la guerre, elle existe depuis très longtemps. Oui, non, mais il y a eu une Hein. guerre qui a existé en représailles, qui est injuste, elle aussi. Bah, tout est injuste par eux-mêmes. Juste. Tout est injuste par eux-mêmes. On ne peut pas s'en mêler de ça, quoi. Je veux dire, Oui, par mais là on qu'on ne peut- peut pas prendre position. C'est Non. impossible de prendre une Oui, mais position. justement, moi, mon tableau s'appelle Non au racisme. Donc, moi, je suis pour la paix. Et j'ai envoyé, parce que je peins des séries de tableaux, 2 tableaux à Daniel Barenboim, qui a créé un orchestre qui s'appelle Divan, où il y a des Palestiniens et des Israéliens qui jouent ensemble dans une harmonie extraordinaire, et ils sont situés à Berlin. Voilà, Et pour puis, de toute façon, manifester mon... il y a beaucoup de mélanges. Il y a des mélanges. Il y a des Palestiniens qui sont mariés avec comme on dit, des Juifs. Donc, ils sont en union. Et quelle misère pour eux aussi de ce qui arrive. Voilà. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est tous, dans nos gènes, des métis.
On est tous des métis, ça c'est sûr. Hein. Mais bien sûr. Moi je suis Nous sommes bretonne, tous, je sais même pas, j'ai des êtres une drôle de humains. tête. Exactement. Voilà. Issu du même il lait faut parler maternel. d'humanité dans Voilà. chaque Et on a du lait cause. Quand on maternel. défend Voilà. une cause, on défend l'humanité en général. L'humanité. Voilà. C'est Et puis, l'humanité. 2 autres tableaux qui sont Voilà. là, donc d'autres thèmes. Comme vous avez dit, voilà, faut pas prendre de position, faut Non. défendre l'humanité. Voilà. Oui, et la paix sur Terre, de façon à tout simplement. parce que l'autre est souvent plus riche que nous et on ne le sait pas. Il suffit de se tourner vers lui ou elle et on apprend Exactement. et on s'ouvre. Voilà, Exactement. c'est tout. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on a vu un tableau, Il y en a 2 autres. il y en là. a 2 autres Oui. là devant Oui. et on voit un peu ce que... Et pour vos projets d'avenir, donc qu'est-ce que vous souhaitez faire Voilà, vous avez passé un message très Oui. très fort. Oui. Et pour vous, en tant que femme, donc qui expose, est-ce que vous pensez que vous avez, que c'est pas un monde plutôt masculin? Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles sont obligées de se battre, plus qu'un homme pour. Oui et non. De toute façon, l'art est difficile parce qu'il y a souvent des problèmes d'ego. Et moi, quand je suis arrivée à cette notion d'art, je pensais que comme on arrive à une forme de nirvana, dans la mesure où on a quelque chose comme une sorte de supplément d'âme, on allait être tous égaux, alors qu'en fait, pas vraiment. Il y a encore des difficultés. Donc c'est plus un combat pour faire entendre sa voix VOIX, trouver sa voix VOIE aussi, mais aussi être ouvert à tout ce qui se passe. L'échange déjà qu'on a aujourd'hui, c'est du bonheur, quoi. C'est du Donc bonheur. tout avance, tout est constructif. Et là, moi, je vais me régaler d'écouter les autres personnes. Donc c'est que ça. Et Voilà, je c'est sortirai vrai. grandi de votre Mais émission. où tu as raison, c'est en parlant de l'ego. De l'ego, l'artiste déjà a un problème d'ego, qu'il soit homme ou femme, a un vrai problème d'ego. Donc déjà d'une, il ne faut pas se cacher la vérité. Donc pour se faire entendre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Et il faut tenir bon son chemin et croire en soi et puis s'auto-enrichir, dire même si tu trouves une porte fermée, bah, demain tu vas trouver une porte ouverte. Exactement, Et puis c'était exactement. pas la bonne personne, c'était pas le bon moment. Et puis moi j'ai eu que ça. Et Oui, mais tout le j'avance. monde n'a que ça. Hein. Mais oui, mais Tout il y le en monde n'a a par que contre ça. qui arrivent à baisser les bras. Et ça, je crois que c'est dommage. Non, moi je baisse pas les bras. Je crois qu'il y en a beaucoup qui baissent pas les bras. Moi je suis dans le silence. Tout simplement. Et je me réveille quand ça arrive. Mais en même temps, c'est vrai que tu as raison. Tu as raison. Merci. Je t'aime beaucoup. Merci, moi aussi. Une exposition prochaine? Alors, il y en a eu une autre qui s'est déroulée, qui s'appelle Time Machine, Oui. qui parle du temps. Et j'ai eu la chance aussi, donc, dans cette exposition, ils ont gardé les tableaux que qu'ils avaient choisis parmi ceux que j'avais proposés. Mais c'est surtout que j'ai pu proposer aussi un film que j'avais réalisé par rapport à un moment tragique de notre histoire, à savoir qu'il y a eu un camp au Vernet d'Ariège, qui était un camp de concentration. Et j'ai écrit une fiction par rapport à la découverte, aujourd'hui au XXIe siècle, de photos de tous ces hommes et ces enfants. Après, on voit une plaque commémorative des atrocités que la France a faites à l'époque et qui fait parler le passé. C'est comme s'il y avait des nappes de passé qui arrivaient dans le présent. Donc on les a bien sûr de façon auditive, mais il y a une vraie légitimité à entendre ce qu'ils ont dit. Ah, on aimerait bien. Et donc, on aimerait bien. Là, il est sorti. Ah, mais c'est un court-métrage que j'ai réalisé en 2015. 15. Oui, mais c'est un court-métrage. Oui, tu vois, on peut voilà. savoir son nom quand même. Ça s'appelle Tu n'as rien entendu, avec rien en... Tu n'as rien entendu. C'est sur YouTube. non, c'est sur Vimeo, mais je l'avais mis en privé, mais je peux le mettre en... Mais ça serait bien de le en mettre sur public. YouTube parce que je trouve que Vimeo, c'est un peu léger, quoi. Mais si tu veux. Je veux dire par là que moi, je sais que j'ai des parutions sur YouTube, j'ai beaucoup de vues,
Et Vimeo, je sais pas pourquoi est arrivé comme ça, comme une flamme là, très rapide. Il y a très peu de personnes qui vont voir Vimeo, Oui. donc c'est pas encore à la mode, je crois. Oui. Non, que tu devrais mettre sur Ok. YouTube. Comment il s'intitule? Tu n'as rien entendu. Et le rien, c'est écrit comme a écrit Marguerite Duras dans ses Tu n'as rien vu à Hiroshima, dans Hiroshima, mon amour, le fameux film de Alain Resnais. Alors je dirais qu'une chose, Todaraba. Je connais pas. Ça veut dire merci. Ah, merci. À toi aussi, merci. Elle parle beaucoup de langues. Oui, merci. Merci. Ça veut dire merci. C'est quelque chose de très gentil. Donc là, Donc je vais là, continuer. il faut je te regarder coupe, ma la chérie, hein, parce que je te connais, moi, j'y peux rien. Hein. Tu as raison. Vous pouvez regarder la caméra, vous présenter et dire aux téléspectateurs où est-ce qu'ils peuvent vous joindre. D'accord. Voilà, si vous avez La éventuellement caméra se des trouve là, dates je pense. futures, un Instagram, Facebook, numéro de téléphone ou l'adresse Oui. email. Alors moi j'ai surtout un site web dans lequel j'ai privilégié la peinture parce que comme je peins aux musiques, donc j'ai choisi des tableaux qui correspondent à la musique qui m'a inspirée, qui m'a donné la chair de poule, qui m'a vraiment nourrie. Et de ce fait, on peut écouter la musique en regardant les tableaux. Donc mon site c'est Clotilde Verriès, donc Clotilde CLOTILDE VE2RIES.com. Voilà. Alors écoute, moi, Marie-Laure, Soraya, on te dit merci, ainsi que tous nos invités. Qu'on le Merci. sourire. Et Merci. c'est génial de vous voir sourire tous. On dit vive la vie, n'est-ce pas? Grâce à toi, ma chérie. Maintenant, ça va être au tour de cette chère Marie-Laure pour sa première. Waouh! Elle nous reçoit le tribute Goldman. Tout à fait. Bonjour, Maxime Jalon. Bonjour. Vous êtes accompagné de Vanessa, Oui. qui est la chanteuse, on va en parler sur scène, qui prend la place que Carole Fredericks avait aux côtés de Jean-Jacques Goldman. Exactement. Vous êtes musicien professionnel et chanteur depuis 25 ans. Oui. Et depuis 10 ans, votre compagnie Recto Verso, avec laquelle vous avez créé un certain nombre de spectacles, Oui, dont celui absolument. dont on va parler. Vous faites la joie des fans de Jean-Jacques Goldman, puisque vous avez créé un tribute 100% Goldman, Exactement. un spectacle de 2 heures. C'est ça. Comment l'idée est venue de créer ce spectacle? Alors effectivement, je suis musicien depuis très longtemps et musicien de variété française et internationale, à faire danser les gens. Et il y a eu un moment donné où je me suis perdu et j'avais envie de me retrouver vers ce qui me faisait vibrer. Et c'est tout bête, mais je me suis rendu compte que quand ça n'allait pas bien ou quand j'avais besoin de me retrouver, je remettais du Jean-Jacques Goldman parce que j'ai grandi avec Goldman, comme beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit, Maxime, fais un tribut de Goldman, t'as rien à perdre et ça peut être que du bonheur. Donc l'idée est partie comme ça. Et on a, au début, c'était qui m'aime me suive, et puis ça a grandi. Et on a amélioré le tribut à tel point de faire aujourd'hui un spectacle. Je le considère plus comme un spectacle que comme un tribut. C'est ça. Un tribut, ce sont un groupe de musique qui vont reprendre les chansons d'un artiste, tribut ACDC, tribut téléphone. Et notre spectacle, en fait, va au-delà de ça. Bien sûr, on reprend les titres, mais je raconte beaucoup de choses, parce que je connais bien l'histoire des musiques, des chansons de Goldman, et j'avais envie de le faire partager, tout ça. Et donc, on raconte beaucoup d'anecdotes sur les chansons, et surtout, on retrace plein de petits clins d'œil sur les concerts de Goldman, pour que les gens puissent être dans le souvenir de Jean-Jacques Goldman. Voilà comment tout ça... Et tu veux dire que tu mets un peu de votre patte? Vous mettez un peu de votre patte On en met même un temps. peu de notre patte, mais les fans, tous les gens qui sont fans de Goldman, qui ont vu Goldman en concert, vont se reconnaître parce qu'il y aura plein de petits clins de dire ah oui ça c'est là. Donc il y a notre patte, mais on n'invente pas grand-chose. On est très fidèle à l'artiste. Donc, il y a un clin d'œil qui est fait à Céline Dion aussi, je crois. Absolument, puisque Goldman, en fait, je dis souvent aux gens, dès le début du spectacle, on va vous transposer dans l'univers musical de Goldman, et il est large. Et Goldman a écrit beaucoup pour lui, mais il y a un exercice qu'il adore, c'est composer pour les autres. Et notamment pour Céline Dion. Donc, on a la chance d'avoir Vanessa qui chante très bien Céline Dion. Donc, on en profite pour faire ce petit clin d'œil avec un medley assez conséquent de Céline Dion by Jean-Jacques Goldman. Combien de concerts faites-vous par an? Alors, sur l'année, on a à peu près 25-30 concerts. C'est vrai qu'on a plusieurs formules. On a des publics différents, des clients différents, des scènes différentes, mais ça représente 25-30 dates à peu près.
Donc vous faites de gros plateaux. Vous en avez fait un l'année dernière à Sanary-sur-Mer. Oui, on a la chance depuis quelques années de pouvoir faire de très belles scènes. On s'est fait repérer par des producteurs qui sont intéressés par notre spectacle. Et on a de belles scènes comme l'an dernier, Sanary-sur-Mer, il y avait 3000 personnes, on était accueillis. Et puis on aura Sifour-Plage cet été. On a d'autres scènes très très intéressantes. Mais on a aussi on a beaucoup de fêtes de village, des villes. On a fait Bolène il y a quelques temps devant la mairie, c'est une magnifique date. Mais il y a aussi des petits villages qui nous accueillent avec leurs moyens. Et l'ambiance, il y a moins de monde, mais l'ambiance est tout aussi importante parce qu'il y a, un engouement pour Goldman et les gens qui sont là sont très très chaleureux. Donc on fait aussi des villages dans le Cantal, dans l'Hérault. On sillonne tout le sud de la France. Jusqu'à Lyon, on monte jusqu'à Lyon. On peut aller plus loin, bien évidemment. Mais on se produit beaucoup dans l'Hérault, dans le Var, le Cantal, l'Aveyron. Vous êtes combien en tout? Alors, on est 6 sur scène. On est 6 artistes sur scène. Il y a une rythmique, un batteur, un bassiste. Nous avons un guitariste qui représente Michael Jones. Nous avons un saxophoniste. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mélodies chez Goldman et le saxophone est très important. Le saxophoniste joue aussi de la flûte sur certains morceaux. Et puis, il y a Vanessa qui fait les chœurs et qui représente Carol Fredericks et donc Céline Dion. Et puis moi, voilà. On sent une complicité entre vous. Hein. On Complètement. la ressent. Hein. C'est obligatoire. Vous connaissez depuis combien de temps ça? Alors, ça fait pas très longtemps, au final. Incroyable. Ça fait pas trop. Bon, pour la petite histoire, en fait, Vanessa est venue remplacer la chanteuse qu'on avait auparavant sur une prestation. Et il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, artistiquement, musicalement. Et puis après, je reste très fidèle, donc il a fallu du temps. Hein, mais la chanteuse qui avait juste avant a voulu partir. Et donc, naturellement, j'ai rappelé Vanessa. Et donc on est ensemble sur le spectacle Goldman et puis on a d'autres projets ensemble, on a un duo de variété. Oui, j'allais vous demander effectivement si vous aviez d'autres projets. Absolument. Alors on reste musicien et chanteur de variété, donc on aime faire danser les gens. Alors je joue aussi de l'accordéon, donc on fait aussi du musette. Et on fait des soirées dansantes. Et puis pour Vanessa, puisqu'on a de très bons musiciens, on a une très bonne équipe. Moi, je suis très attaché à mon équipe, à mes musiciens, c'est très important. On a une très bonne équipe, et comme Vanessa, dans Goldman, ne faisait que quelques morceaux, j'ai dit aux musiciens, il faudrait faire quelque chose pour la mettre en valeur, quelque chose de plus événementiel, plus standing. Et on a créé le groupe qui s'appelle Standing, où on est tous très bien habillés. Et le répertoire, c'est disco, années 70, funk, soul et rhythm and blues. Donc là, pour cette formule, c'est Vanessa qui sera la star. Donc on peut avoir des informations sur vous sur votre site. Donc on a l'adresse tributegoldman.fr et on a une autre adresse avec un nom court, c'est les initiales qsmb.fr. Ce sont les initiales de notre spectacle qui s'appelle Quand sa musique est bonne. Et c'est vrai que est bonne. Voilà. Vous avez parlé de la compagnie Recto Verso. C'est vrai qu'on a monté, comme nos spectacles commençaient à prendre un peu de l'ampleur, on a voulu être autonome et créer notre production qui s'appelle Recto Verso Spectacle Animation. Et on a un site internet Recto Verso sur lequel on retrace tous nos spectacles. C'est vrai qu'on a, aujourd'hui on parle du Goldman essentiellement, qui est notre spectacle un peu vitrine, le plus important, mais on a d'autres spectacles, dont Standing, dont le duo Recto Verso. Et l'adresse donc, de ce site, c'est www.rectoversoanimation.fr. Tout Est-ce attaché. que tu as un tout numéro aussi de singulier. téléphone? Oui, bien sûr. Il y a des fois des urgences, hein, tu sais, il y a des... Non, mais Le voilà. numéro de téléphone, il est sur le site internet. Attention, on va te téléphoner. Hein. Non, j'ai pas téléphoné, t'inquiète. Je téléphonais plutôt pour savoir. Mais pas... Non. En principe, il n'y a jamais eu de problème. Je peux te dire, ça fait presque bientôt 5 ans qu'on est ouvert et on n'a jamais eu un problème avec une personne qui a donné son numéro de téléphone. Non, jamais. Donc, jamais. Donc, au moins, on ne le sait pas. Ou alors, on ne le sait pas. Après, on est présent sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, bien sûr, on peut nous trouver, sur Instagram aussi, quand sa musique est bonne, Tribute Goldman, ou même Recto Verso Animation. Donc Sur Facebook, on vous retrouve à quel nom? Alors, il y a les deux. Il y a la page Recto Verso Spectacle Animation, Okay. et il y a la page aussi Quand sa musique est bonne, Tribute Goldman. Super. Voilà. Et ton numéro de téléphone? Tout est écrit sur Facebook et sur Internet. Bon, tu peux le donner, Vous là. le trouverez. Peu importe.
Alors, ce qui m'intéresserait, c'est que les gens aillent sur le site internet pour voir les images, voir les vidéos, et ils trouveront mon téléphone. Après, ils m'appelleront. Ça sera Il y a plus des simple. gens qui se dégonflent, là. Pas du Est-ce qu'on tout. pourrait entendre votre voix parce qu'on vous a pas entendu parler? Ben oui, oui, Alors je sais pas, si- Effectivement, Vanessa, avec plaisir. quel Non, plaisir vous avez donc à reprendre ce rôle de Carole Fredericks bah, dans ce spectacle. C'est comment dire un vrai bonheur et un honneur parce que c'était une immense chanteuse avec une voix magnifique et donc c'est vrai que la première fois quand on a fait le spectacle et qui disait ça, c'est vraiment ça prend sens et se dire ah oui quand même waouh ok bon ben il faut que je fasse ce qu'il faut pour que vraiment rendre faire honneur quoi à cette grande dame de la chanson. Très bien. Voilà, mais c'est un On vrai peut bonheur. dire que tous les deux, vous êtes très élégants aussi. Merci Merci. beaucoup. Vanessa, vrai que- vous êtes solaire, hein, Merci. belle, hein, et je pense que vous représentez largement cette grande dame. Merci, ça fait, Alors, ça ma fait chérie, plaisir. on les laisse partir. Non, avant, Tu veux pas on va les voir. On les laisse partir pour qu'ils se préparent. On va les laisser partir et ils vont se. On se- reste, hein, on reste tous Restez ensemble. avec nous. On reste, mais ils vont nous présenter un medley de quatre titres avec Yann, je crois, qui est au saxo, Yann- Damien à la guitare, Yann Ognès au saxophone et Damien Goisset à la guitare. et Vanessa, bien sûr, et vous-même, Maxime. Voilà. Damien qui nous a rejoint il n'y a pas très très longtemps, parce que c'est vrai je voudrais juste dire cette parenthèse, c'est qu'on avait un guitariste qui m'accompagnait depuis le début, ça fait 10 ans qu'on a le spectacle Goldman. Il s'appelait Jean-Michel Lavigne, il était mon bras droit, il était mon coéquipier, et il est décédé il y a un mois d'une Ah, je crise rigole cardiaque. plus là. Donc ça a été, il y a un mois, ça a été très dur. Très dur pour nous, très compliqué. Ça l'est toujours. Il faut avancer, il faut réagir. Et Damien, il fallait trouver un guitariste, mais le côté humain est très important. Donc on a trouvé un peu par hasard, mais Damien, qui est là depuis très très peu. Et je le remercie beaucoup parce qu'il fait partie de l'équipe, on s'entend très très bien. Et voilà. On vous retrouve tous. C'est parfait. sur le Merci plateau. beaucoup, en tout cas. Merci à d'être vous. venu sur ce plateau. Merci. Partira de nulle heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute. Ensuite, on perdra tous les nords. On laissera nos clés, nos cartes et nos codes, nos prisons pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignoraient qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir au bec. On ira, on partira, toi et moi, ou je sais pas. Y a que des routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent, au bec, tu verras. On suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve un, on cherchera encore. On n'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort. Oh, j'ai tant obéi, si peu choisi petit, et le temps perdu me dévore. On prendra les froids, les brûlures en face, on interdira les tiédeurs. Des fumées, des alcools et des calmants cuirasses qui nous ont volé nos douleurs. La vérité nous fera plus peur au bec. On ira, on partira, toi et moi, ou je sais pas. Y a que des routes qui tremblent, les destinations se ressemblent au bec. Tu verras, on suivra les étoiles et les cherches d'or. On s'arrêtera jamais dans les ports, jamais.
Invisible, il pose ses liens dans les méandres des inconscients. Il se promène impunément et tout un peu tremble et le reste s'éteint. Juste dans nos ventres à nu une faim. Il fait roi l'esclave et peut damner les saints. Comme l'est tout le sage et on n'y peut rien. Et l'on résiste, on bâtit des murs, des bonheurs, photos bien rangées. Terroristes, ils font les armures. Un instant, tout est balayé. Tu rampes et tu guettes, et tu mendis des mots. Tu lis ces poètes, aimes ces tableaux. Et tu cherches à la croiser, t'as 15 ans soudain. Tout change de base, et on n'y peut rien. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose, mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme gras de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Il te protège si longtemps. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'ai, ce que j'espère, et tout ce que je crois. Je brille la terre de toute ma voix. M'entends pas, et pas le ciel, trop pour moi. C'est ma prière païenne, montrer dans ma profession de foi.
prie les hommes, je prie les rois, d'être plus forts, d'être moins rois. Je prie les yeux des mers, ce que les cieux voient jamais. Je prie l'amour et nos cerveaux, qu'on imagine quand se bouge sans trop compter sur la haut. Ça m'envoie, je prie pour toi. Et toi le ciel, Toi le ciel, écoute-moi. et toi le ciel, Toi le ciel, entends ma voix. toi le ciel, Oh, oh, ma toi le ciel, 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 toi le On vous remercie. C'était génial. C'était Super. génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo Marie-Laure. Vraiment, vraiment, hein, vraiment. Maintenant, je vais, à moi maintenant de partir, je vais aller rejoindre Monsieur Musique, la rubrique. Et il est fort, le Coco. Il est très fort. Incroyable. Mais je ne sais pas s'il arrivera à ma force. Pour l'instant, oui, pendant 2-3 fois. Je le laisse prendre du poil de la bête, mais d'ici quelques temps, Disons que tu lui as laissé un petit peu d'avance. il fallait laisser. Il fallait laisser le mettre à l'aise. Faut toujours, pour apprivoiser une femme, elle doit laisser faire. Vous êtes d'accord, les femmes? On Tout laisse à faire. fait. Et blanc. Alors, je vais rejoindre la rubrique Monsieur Musique. Et nous voilà pour une nouvelle chronique avec Alexandre Chassagnac, professeur de musique, qui est toujours là et présent avec nous. Allez, si je te fais tam takadam tabadam pam pam. Alors j'ai un trou. Ah, t'as un trou de réponse à la Chine, je suis sûr, le Japon. et Mais tout. bien sûr la Chine. Mais non, voyez, aujourd'hui, on va vous parler de la K-pop. Alors là, c'est le phénomène, le style c'est de pas la musique. Chine. Non, pas du tout, c'est la Corée, tu vas voir. Le style de musique K-pop trouve ses origines en Corée du Sud. La K-pop, eh ben en fait, c'est un acronyme de Korean Pop Music. Exactement, mademoiselle. Parce Ah, qu'ils ça ont vous quand en même bouge eu un du poil. mal. Hein, Et représenté par des groupes alliant 2, voire 13 membres, imagine quand même. Ainsi que des artistes solos et des trios, ce qui fait quand même pas mal de personnes sur scène. Elle est un mélange, je vais dire, de différents styles de musique, tels que la pop, le rock, un peu de R&B, et c'est vrai qu'on y retrouve un peu de rap et de dance. On est vraiment dans un mélange, un mix de tout ça. La K-pop, en fait, a émergé au début des années 1990, et s'est inspiré des premières musiques modernes en Corée. Pour t'expliquer, en fait, la présence des forces américaines en Corée du Sud pendant les années 1950 et 1960 a également influencé le style musical de cette fameuse nouvelle mouvance de la K-pop. C'est notamment avec des influences du style hip-hop que les Américains ont amené qu'ils ont décidé d'en retirer une base. La K-pop s'est popularisée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, et a acquis une grande base de fans internationales. Des groupes tels que BTS, tout le monde connaît BTS forcément, Blackpink, alors là, on n'en parle plus, hein, c'est de la beau gosse attitude, et EXO. EXO, c'est vraiment le top du top, et ce sont devenus 3 groupes, on va dire, iconiques. Ce sont des icônes mondiales de la K-pop. Aujourd'hui, la K-pop a tellement tapé dans la fourmilière européenne et internationale qu'aujourd'hui, on va même ouvrir d'autres styles à des gens coréens, des peuplades coréennes qui arrivent avec des styles, des musiques, des genres uniques. Non, pas si uniques que ça, parce qu'il y en a aussi en France, mais pour le moment, on leur a pas donné l'opportunité de pouvoir parler et de s'exprimer. Mais ça, c'est dans un prochain
pas ça chez toi. Tu crois? Avec toi. Tu crois? Seulement qu'avec toi. Seulement avec En moi. amour. Parce que ça, c'est la musique aussi. Et bien sûr, on n'oublie pas de continuer à partager cette émission, cette chronique. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux pour venir nous exprimer aussi les styles dont vous aimeriez que l'on parle. Et surtout, peut-être aussi juste dire j'adore, je déteste, pourquoi c'est pas plus long. Ça, De après, laisser des messages. laissez-nous des messages d'amour et de compassion et surtout de partage. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. La suite de votre émission Les Love Sisters, je vous embrasse les filles, je vous embrasse les garçons et à très bientôt. Alors maintenant, c'est à mon tour, ma chérie. J'ai le plaisir de recevoir Léa Larguet, et qui est une artiste C'est ça. et qui nous peint des Mangas. Des mangas. Et ces dessins sont formidables. D'ailleurs, je l'ai remarqué pour ça. Et je vais te poser des questions déjà. Comment t'es venue l'idée de commencer les mangas? Alors, ça remonte à la période où j'étais au collège. Quand j'étais au collège, au début, en fait, j'ai une histoire très particulière avec les mangas. C'est que je n'en lisais pas du tout. Même, en fait, ça ne m'attirait pas. Tout simplement parce que je m'y étais jamais intéressée et ma meilleure amie en lisait, mais elle lisait ce qu'on appelle des mangas shoujo. Les mangas shoujo, ce sont des mangas qui sont pour un public plutôt féminin, âgé de 10 à 16 ans. Et ça traite très souvent d'histoires d'amour, d'amitié, de magie, et c'est vraiment des histoires qui ne m'attirent pas du tout. Surtout à cette époque au collège, moi j'étais déjà plus sur le surnaturel, le mystère, le suspense, le thriller. Donc on venait me parler de magie, d'amour, c'est vraiment pas du tout ce qui m'a attiré. Et comme mon ami ne lisait que ça, j'avais associé les mangas à ça. Donc je disais que j'aimais pas les mangas, alors que c'était une grave erreur, je n'y étais jamais intéressée, j'en avais jamais ouvert. Et je m'appuyais juste sur, tiens, le manga, en fait, ça parle d'amour, de magie, c'est nul. Et puis, un jour, j'ai rencontré une fille comme ça, avec qui on a commencé à discuter. Et elle lisait des mangas, et elle m'a dit, mais en fait, le manga, c'est pas du tout ça. Il existe des milliers de genres différents. Vraiment, tu peux trouver absolument tout ce que tu aimes. C'est comme le roman, les films. Et donc, je lui ai dit ce que j'aimais. Elle m'a donné des titres. J'ai lu ce qu'elle m'avait recommandé et depuis, je suis tombée complètement amoureuse des mangas et je m'y suis intéressée donc grâce à cette fille dont je ne me souviens malheureusement pas du nom parce qu'on n'est pas resté en contact. C'était vraiment une rencontre Peu comme ça. importe, mais enfin, t'as donné le fil conducteur. C'est ça. Et depuis, donc, les mangas, c'est une grande histoire d'amour. Je lis, alors je vais pas dire que ça, mais c'est 90% de ma bibliothèque. Et donc j'ai commencé, je dessinais beaucoup, je dessine depuis que je suis petite, mais je dessinais pas du manga. Donc depuis cette période-là, j'ai commencé à lire et à dessiner du manga. Et c'est en 2019. Encore une fois, je ne voulais pas du tout faire ce métier-là. Moi, j'étais à fond sur les sciences et l'espace. Je suis partie en ingénierie spatiale. Et c'est pendant donc cette période d'études où, comme je faisais que dessiner pendant les cours, je me suis dit, il faudrait peut-être penser à une reconversion. Et donc, je me suis reconvertie dans mes études. Je suis partie en art. Et j'avais donc pour objectif de devenir mangaka. Donc, c'est dessinatrice de manga et scénariste. J'ai décidé de faire les deux métiers. Et donc, actuellement, je travaille sur le premier tome d'une série de mangas qui s'intitule Deathmaster et dans lequel j'interroge en fait notre perception de la mort. Alors là, tu m'as amené quelques-uns de tes dessins. Oui. Et donc, j'aimerais bien les voir, tu vois. Bien sûr. Alors, je vais poser ça. Merci. Qui sont très beaux, d'ailleurs. Ils sont magnifiques. Voilà, donc je vous ai amené quelques petites planches. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà, donc ce sont des planches qui sont donc tirées du premier tome de Deathmaster. Attends, merci. Premier tome de Deathmaster. Donc là, ce sont des planches qui ne sont pas terminées, elles sont simplement ancrées parce que je travaille dans un premier temps avec les outils traditionnels et ensuite, pour des questions de temps et d'argent, je passe au numérique. Donc c'est pour parler un petit peu du processus créatif du manga. Il me semble que c'est une question que vous voulez me poser tout à l'heure. Donc si vous voulez, je peux commencer à en parler dès maintenant. J'aimerais bien. Voilà. Donc hop, je les pose comme ça, excusez-moi. Tu peux tourner les pages parce que quand même. Oui, j'en ai amené d'autres. On va pas regarder, voilà. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les différentes compositions.
Donc le processus créatif d'un manga, en fait, ça commence déjà par une grande phase dans laquelle je dois construire mon univers, mon récit et mes personnages. Donc ça demande une très grande documentation, surtout avec le thème que je veux aborder. Donc je le rappelle, c'est la perception de notre rapport à la mort dans la société moderne occidentale. Donc j'ai commencé par étudier un petit peu comment était perçue la mort dans l'art, les religions, comment c'était perçu également, par exemple au Moyen-Âge, à différentes époques, par rapport à comment elle est perçue aujourd'hui, donc à notre époque contemporaine. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'analyser dans cette œuvre. Et ensuite, donc, il y a la construction des personnages. Donc, il faut réfléchir à leur design, à leur caractère, quel rôle ils vont avoir dans l'histoire. Il faut ensuite réfléchir au décor, donc à quoi vont ressembler les décors, dans quelle époque ils vont s'inscrire. Parce que tu te bases que dans ton cérébral, hein, quand tu dessines. Pardon ? Tu ne te bases pas sur des copies, tu te bases sur ton cérébral. Moi, je vais faire des recherches sur la documentation pour me rapprocher le plus possible de l'idée et du réel que je veux instruire dans mon histoire. Et inclure dans mon histoire. Et ensuite, c'est avec différents croquis et à force de recherche et de tests que j'arrive à un résultat qui me plaît et que j'inclus ensuite dans mon histoire. Donc ça marche pour les personnages et les décors. Et donc une fois que toute cette documentation, toute cette recherche est faite, qui représente un travail énorme, je peux ensuite écrire ce qu'on appelle donc le scénario. Le scénario, ça va être les lignes de dialogue ainsi que l'agencement des séquences dans l'histoire. Donc c'est tout ce qui va former le tome du manga. Une fois que le scénario est écrit, je peux travailler sur ce qu'on appelle le storyboard. Le storyboard, c'est la première version des planches, donc c'est vraiment du brouillon. C'est ce qui me permet de travailler la composition des planches, les différents plans, les points de vue, comment, par exemple, sur cette planche-là, comment va être agencé le personnage qui va sortir des cases, sachant qu'elle n'est pas dans une case, elle est dans une case libre. On a différentes petites cases fermées pour une action assez rapide. Ensuite, on a des cases semi-ouvertes pour une action un peu plus lente. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de réflexion pour arriver ensuite à un résultat qui soit cohérent en fonction des planches. Ensuite, donc le storyboard, pareil, c'est comme la documentation, c'est un très très gros travail de recherche et de brouillon. J'en ai passé des feuilles. Et une fois que le storyboard... aussi. Ah, beaucoup d'organisation, oui, bien sûr. Et donc, une fois que le storyboard est terminé, je passe au crayonné. Le crayonné, ça va être la mise au propre du storyboard. Donc, c'est imaginer cette planche-là, mais dessinée au crayon. Donc, c'est vraiment ce qui va venir, on va dire, appliquer mon idée au propre sur la feuille, avec donc les personnages, les détails, les différents plans, voilà, comme j'expliquais sur le storyboard. Une fois que le storyboard est terminé, que le crayonné est terminé, je passe ensuite à l'ancrage. Donc, c'est les planches que vous avez ici. Donc, l'ancrage, c'est vraiment venir repasser avec de l'encre noire, donc que ce soit à la plume, au feutre, il y a différents outils. Moi, je travaille d'abord à la plume et après, j'utilise les feutres. Voilà, donc ça vient mettre au propre la planche. Ça donne un premier aperçu du résultat final. C'est là qu'on va faire aussi les aplats de noir, les effets. Donc là, il n'y en a pas sur ces planches-là, mais des fois, dans les mangas, on a beaucoup, par exemple, de lignes de mouvement. On peut avoir des effets avec des gaz. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'effets possibles et inimaginables dans le manga. Et une fois que l'ancrage est terminé, on peut travailler donc soit au traditionnel, soit au numérique sur ce qu'on appelle les trames. Moi, je travaille au numérique parce que malheureusement, une trame, c'est très cher et j'ai pas les moyens d'en acheter pour faire un tome de 200 pages parce qu'un manga, c'est 200 planches. Et donc, une trame, c'est comme une sorte de calque avec un motif gris imprimé dessus qu'on vient mettre sur la planche et découper. Alors, j'ai des exemples juste ici pour vous montrer. Hop. Ouais. Donc vous voyez, hop. Par exemple, excusez-moi, j'ai les bains prises sur cette planche-là. Voilà, donc la trame, ça va être les dégradés de gris que vous pouvez voir sur cette planche-là. Cette planche-là est finalisée. Donc c'est quelque chose que je réalise au numérique sur un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint, qui est un logiciel qui a été fait au Japon pour les mangaka, justement pour faciliter l'application des trames. Parce qu'une trame au numérique, c'est très simple, on sélectionne la zone, on fait 2 clics, la trame est posée, et après on peut venir la retravailler pour justement donner l'effet qu'on attend sur la planche. Au traditionnel, c'est un calque, donc comme je disais, qu'on vient appliquer sur la planche, qu'on vient découper au cutter. Donc c'est un travail très minutieux et très long, parce qu'en plus une trame c'est très fragile, donc ça peut malheureusement se déchirer. J'ai eu beaucoup d'accidents comme ça.
On peut aussi, si on appuie trop fort, découper la feuille. Je me suis déjà retrouvée avec des feuilles qui sont restées accrochées à la table, malheureusement. Et voilà, donc le numérique, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, tu as tout à fait raison. Donc on va clôturer ce. C'est vraiment, on voit que c'est un travail titanesque quand Ah même. oui, passionnant. Et je pense que le défi, c'est de pouvoir après ne plus travailler au numérique. Moi, j'aimerais bien. Malheureusement, là, pour des questions de temps et d'argent, je peux pas. Après, aujourd'hui, les mangaka travaillent de plus en plus au numérique parce que les outils traditionnels ont tendance à disparaître. Et ça va disparaître. Voilà, malheureusement. Voilà. Alors moi, j'ai du mal avec ça parce que j'adore le traditionnel. Si je pouvais, je ferais que du traditionnel. Donc pour le moment, j'ai trouvé cette façon de faire en alliant les deux. Maintenant, est-ce qu'un jour je passerai complètement au numérique? C'est fort probable. C'est fort probable, comme tout le monde d'ailleurs. Oui. Je vais te demander de regarder la caméra Oui. et de dire comment on fait pour te joindre. Parce que là, tu as bien expliqué, j'ai même pas eu besoin de te couper, tu as tout dit. Là. La seule trait, vraiment, je m'y attendais pas parce que... C'est très détaillé. Elle était détaillée, hein. Elle était détaillée. Et je pourrais vous en parler pendant encore 1 heure. Mais t'inquiète pas, on te reprendra. Tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre? Oui. Alors, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et mon blog sous le pseudonyme Alien Girl Art. J'ai également une page Facebook, Léa Larguier-Deathmaster. Et si vous êtes intéressé pour découvrir mes œuvres, parce que j'ai écrit un livre, je fais également des planches de manga et des illustrations, vous pouvez aller sur mon site internet, lea-larguier.sumupstore.com. Et si vous voulez me contacter pour, par exemple, des ateliers, parce que j'anime également des ateliers, vous pouvez le faire à lealarguier.pro@gmail.com. Bravo Léa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est génial. Tes dessins aussi, tout est beau. Hein. Je t'ai vu très intéressée, et toi aussi. Vous étiez juste à côté, hein, les pauvres, ils étaient au loin. Non, surtout, Les elle pauvres- expliquait bien, c'était très Elle clair. expliquait, Très- c'était tout- clair. tout hein, compris, vraiment. Elle m'a même pas laissé placer un mot, t'as pas remarqué hein. Non. Désolée, Elle est forte, elle est forte. il ne faut pas me lancer sur ce sujet. Non, mais elle est forte. Hein. Donc maintenant, Soraya, tu nous as invités. Moi, je reçois aujourd'hui Véronique Papet, c'est mon petit coup de cœur du jour, hein, puisque elle va nous parler d'un témoignage très, très, très touchant. Voilà, je la laisse se présenter. D'abord, merci de m'accueillir sur vos plateaux. Donc, Véronique Papet, je suis autrice du livre La fille de l'ombre, mensonge et vérité, paru aux éditions Jet d'encre. J'ai cette particularité que je partage avec près de 400 000 personnes en France, c'est que je suis née sous X. Alors, née sous X, c'est quoi? C'est être né de père et de mère inconnus. C'est être tout simplement l'enfant de personnes venues de nulle part. Quelques jours après ma naissance, j'ai été confiée à la pouponnière, donc à Montpellier, puisque je suis originaire de Montpellier, en vue d'un placement pour espérer avoir une famille. Donc j'ai été placée à l'âge de 2 ans dans une famille nourricière qui est devenue par la suite ma famille adoptive, en 1975. Donc le processus a pris environ 4 ans. J'ai grandi dans une famille aimante, bien sûr. Sans vous interrompre, Véronique, donc je voulais qu'on parle du titre du livre. Hein, donc pour qu'on puisse comprendre, le titre du livre, c'est Accouchement sous X. Alors, en filigrane, c'est l'accouchement sous X. Voilà, ça c'est le titre du livre. Par Et puis effet je vous miroir, laisse c'est la grosse développer. thématique, c'est l'accouchement sous X. Donc, ce fait de société qui existe encore en France, puisqu'environ 600 bébés naissent encore sous X, même si la tendance est à la baisse du fait de la pratique de tests ADN notamment. Donc mon histoire, elle est simple, hein, donc elle est commune à près des 400 000 personnes nées sous X, avec cette particularité d'avoir grandi dans une famille aimante au départ. Mais très vite, me voir grandir a été pour mes parents une source d'inquiétude. Alors que je ne m'expliquais pas. Il y avait des comportements qui étaient étranges, voire secrets, incompréhensibles, surtout de la part de ma mère. Maman était quelqu'un qui était psychologiquement instable. Donc en grandissant, ça s'est avéré beaucoup plus prégnant. Et c'est devenu insupportable pour moi. Et tout cela a fait sens lorsque j'ai appris
que j'avais été adoptée de manière très abrupte et froide, puisque mon papa m'a appris la nouvelle alors que j'avais 19 ans. Donc là, c'est le début de la descente aux enfers, de moments, de mois, d'années de solitude que je ne pouvais même pas partager, puisque j'avais pour consigne et pour ordre de ne pas révéler à personne que je savais que j'avais été adoptée. C'était un secret qui était scellé, un pacte familial. Donc j'étais seule par rapport à ma souffrance, seule face à mon désarroi. Et petit à petit, les liens se sont déliés avec ma famille adoptive jusqu'à un point de non-retour. Donc j'avais environ 28 ans. Et je raconte d'ailleurs, il y a un passage dans ce livre où il y a une scène très, très violente avec ma mère. Et c'est à ce moment-là que je comprends que l'amour familial qui m'avait été donné m'a littéralement été enlevé. Voilà. Donc, je décide de partir en quête de mes origines et de mener l'enquête, puisqu'il n'y a pas de quête sans enquête, malheureusement. Une quête très longue, même si j'ai retrouvé la trace de ma famille biologique assez rapidement. Les non-dits ont perduré pendant pas mal d'années, on va dire 20 ans. Donc, c'est extrêmement long quand on se pose ces questions de savoir qui est sa propre mère, etc. Et après, bon, je rassure quand même l'auditoire, il y a eu des moments de pause, puisqu'il a fallu que je construise aussi mon foyer, que je me protège, que je pense à vivre et que je pense à surtout ne pas un petit peu dans m'oublier. votre vie. Est-ce que vous étiez très contente de retrouver cette famille qui, en réalité, n'a pas été présente pour vous? Ou c'était simplement pour vraiment, comment expliquer ça, juste pour savoir d'où on vient en fait en réalité? Il y a les deux. Alors effectivement, la nécessité de savoir où l'on vient, l'élément déclencheur varie. Donc c'est très particulier. Moi, c'est le désamour de mes parents adoptifs qui a déclenché ce besoin-là. Peut-être que je l'aurais eu bien plus tard ou peut-être pas du tout. Mais bon. Mais dans 99% des cas, on va dire qu'il y a ce besoin d'envie, c'est intérieur, c'est ce murmure intérieur qui vous pousse à rechercher vos origines, ne serait-ce que pour des questions purement médicales. Il ne faut pas chercher bien loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de les avoir retrouvés ou, Pas du tout. Pas du tout. Donc, même s'ils sont pétrifiés dans leur silence encore à ce jour. Bon, ma mère biologique est décédée, mon père biologique est également décédé. J'ai eu une confirmation par mon père adoptif, effectivement, qui a bien reconnu sur une photo ma mère biologique. Donc cette enquête qui m'a menée vers un chemin dans le sud-ouest était effectivement le bon chemin. Donc je décris dans mon livre, je ne vais pas tout dévoiler, il faut laisser un petit peu de suspense pour les personnes qui souhaiteraient le lire. Je pense notamment à Léa, si ça peut. C'est quelque chose qu'on a envie de lire de toute façon, obligatoirement. Donc je raconte ma vie d'un enfant né sous X, avec ces périodes d'espoir, de désespoir, des secrets de famille, d'ombre. Voilà. Et là maintenant, j'ai décidé d'être dans la lumière. Il y a ce témoignage, mais il y a aussi un autre combat, donc celui de faire évoluer la législation. Oui. Donc alors, au-delà de ce témoignage, il y en a eu plusieurs autour de l'accouchement sous X. Je ne suis pas la seule. Et puis, vous avez mené beaucoup d'actions. Voilà, donc j'ai été présidente d'association dans les années 2000, de 1998 à 2000 exactement, qui s'appelait la Coordination des actions pour le droit à la connaissance de ses origines. Où effectivement j'ai sollicité les médias, les pouvoirs publics. Alors les pouvoirs publics, c'est vraiment la porte d'entrée, puisque même si les tests ADN permettent de connaître ou de faire de belles retrouvailles, qui sont interdits en France, toujours. C'est un des combats que nous menons, c'est que les tests ADN puissent être permis en France. Oui, puisqu'il y a une loi qui protège cela. Oui. Et surtout la loi. Il y aurait moins de donneurs. On parle pas là, c'est pas la même chose. Non. Mais il y aurait moins de. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais des donneurs de sperme. Alors ça, c'est la PMA. La PMA, aussi, c'est comme ça qu'on dit. Plan un chat, un chat. La PMA, c'est autre chose. Derrière la PMA, c'est comme vous le dites, Myriam. La même recherche. Voilà, c'est un don mécanique, j'allais dire, mais c'est aussi pour les femmes. Il existe des dons d'ovocytes. Mais derrière ça, il n'y a pas d'histoire. C'est quelque chose de totalement froid.
alors que dans l'accouchement sous X, vous avez derrière malheureusement des histoires d'amour qui se sont mal terminées. Donc voilà, je fais le parallèle, je le fais, mais je ne ferai pas la comparaison jusqu'au bout. Donc le combat que nous menons, c'est surtout que la loi évolue, que cette loi qui permet l'accouchement sous X en France, qui date de 1941 du régime de Vichy, soit abolie. On avait envisagé une évolution vers un accouchement dans la discrétion comme au Royaume-Uni, mais autant couper le mal à sa racine, permettre à des gens de ne plus connaître les souffrances comme beaucoup l'ont connu. Je me rappelle de la réflexion de Jean-Marie, que je connais, qui est également né sous X. Il m'a dit, mais moi, Véronique, je ne veux surtout pas mourir sous X. Il a 74 ans, le temps presse, et il n'y a rien de plus horrible pour un individu que, d'une part, naître sous X, et en plus mourir sous X. Je n'aurai pas le temps de parler de l'histoire de l'accouchement sous X, parce que c'est une vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge. Il est facile de la trouver, l'histoire. Comment ? Il est facile de la trouver. À notre travers propre les histoire, écrits, oui. à travers les écrits, l'accouchement sous X. Alors après, notre propre histoire n'est pas évidente, puisqu'elle est semée d'embûches et que l'administration, bien évidemment, n'a pas à cultiver le secret. C'est-à-dire que dans un dossier... Moi, quand j'ai découvert mon dossier, qui est maintenant mensonger, je peux le dire, puisqu'il y a carrément un grand écart entre les quelques éléments qu'il y avait dans mon dossier et la réalité quotidienne, puisqu'en fait, il faut faire une enquête, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes qui accouchent sous X et qui continueront à coucher sous X, puisque la loi n'a pas encore changé? On va espérer qu'elle change. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il ne faut pas qu'elles aient honte de leurs gestes, parce qu'il y a une explication derrière ça. Moi, je pense à ma propre mère qui était une épouse éconduite et qui forcément s'est retrouvée avec une consolation dans les bras de mon père biologique, dont je connais également l'identité, qui est également décédé aussi. Mais à un moment donné, qu'elles n'hésitent pas à donner leur nom, à faire des retrouvailles, parce qu'on n'est pas là pour s'immiscer dans leur vie. Respecter leur choix. Voilà, c'est pas. Voilà, mais c'est ta pensée à toi, mais c'est pas la pensée de tout le monde, ça, malheureusement. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences aux personnes qui accouchent sous X? Est-ce qu'elles ne pourraient pas faire du mal autrement à cet enfant? C'est ça que je veux dire par là. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'accoucher sous X et de laisser une possibilité de recherche, effectivement, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me fait peur, dans certains pays, ils tuent les bébés. Ils tuent les bébés. Ils les empoisonnent. C'est pas démontré en France. L'anonymat, l'accouchement sous X, n'empêche pas de laisser un enfant à l'adoption si la maman n'est pas en état ou en capacité financière d'élever son enfant. C'est pas incompatible, mais de maintenir le secret de l'identité, c'est juste insupportable pour une personne qui recherche. Vous savez, c'est extrêmement difficile de ne pas pouvoir mettre... Moi, j'ai cette chance d'avoir pu mettre un visage sur le nom de ma mère, mais je pense à ces personnes qui sont encore en recherche et qui ne peuvent pas mettre de visage sur le nom de leur mère. Et ça, c'est juste insupportable. Et puis, savoir où on peut le trouver. On va redonner le nom le titre de votre livre. Le mettre, le montrer. Le montrer. Voici. Et là, je vous invite à regarder la caméra. La fille de l'ombre. Oui. Elle n'est plus la fille de l'ombre. Et de dire aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut vous retrouver. Donc, sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur Facebook. Est-ce que vous avez une page, un numéro de téléphone ? Alors, non, je n'ai pas de numéro de téléphone dédié, donc il est personnel, je ne le donnerai pas. Par contre, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, effectivement, sur ma page Facebook, Véronique Papé, auteure, sur ma page Instagram et sur LinkedIn également. J'ai aussi un blog à mon nom, donc over.com, Véronique Papé, over.com. Et là, on pourra vous poser toutes les questions. Tout à fait. Toutes les questions, vous y répondrez, vous êtes très réactif. Je suis assez réactive et je suis très mobilisée sur les réseaux, effectivement. Après, je n'ai pas de site web pour l'instant, mais peut-être que ça viendra. Et puis pouvoir écouter d'autres femmes. On va clôturer sur dire aujourd'hui, tu es quand même une femme épanouie.
Certainement. Voilà. Oui, pas de souci. Merci, Véronique. Merci Véronique. Merci. Donc, Marie-Laure, Oui, tu es avec Sylvie. je suis avec Sylvie Lacluzel, qui est présidente de l'association sétoise Les Amis de l'Afrique, et qui va aujourd'hui nous présenter le festival Nord-Sud qu'elle organise depuis 2017, tous les 2 ans. On en est à la 4e édition cette année. Ce festival va se dérouler du 19 au 22 juin dans le cadre du patio de la médiathèque François Mitterrand à Sète, toujours à Sète, parce que c'est une ville que vous affectionnez, comme vous affectionnez l'Afrique. Avec ce continent, vous avez un lien très fort, puisque vous y êtes né, vous êtes né au Sénégal, vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 3 ans, vous êtes revenu en France brièvement à Béziers, et vous êtes reparti en Afrique. Vous avez vécu de 4 à 11 ans en Mauritanie. Donc vous avez une histoire presque d'amour avec l'Afrique, un lien, un besoin d'échange culturel et artistique avec l'Afrique. Donc ce festival Nord-Sud, expliquez-nous en quoi il va consister cette année, la thématique que vous avez choisie. Alors en fait, nous sommes un comité de pilotage, nous sommes 10 personnes à gérer ce festival, l'organisation de ce festival. Nous sommes réunis il y a 1 an pour préparer cette 4e édition qui est dédiée à la jeunesse. Et nous avons une avant-première à Montpellier, à l'Arbre Blanc au Réservoir, avec des jeunes talents qui vont exposer, des jeunes talents africains. Un défilé de mode, notre premier défilé de mode. Nous travaillons dans un atelier créatif tous les lundis soirs à Sète avec une styliste sétoise et une styliste africaine. Qui s'appelle alors Nativa, qui habite pas loin d'ici, à Saint-Onès, et donc Annie Salvador, qui est sétoise. C'est un atelier où l'on customise des vêtements avec du wax, avec des tissus africains. On crée des bijoux associés à ces tenues. Et donc, voilà, vous allez découvrir notre premier défilé de mode le 14 juin à l'Arbre Blanc à 18h30, avec un vernissage d'une exposition. Ensuite, dans le patio de la médiathèque François Mitterrand, nous créons un village africain avec des raïmas, des tentes mauritaniennes. Il y a de l'artisanat d'une dizaine de pays africains, des artisans créateurs qui viennent d'Afrique pour permettre à leurs familles et à tous les gens du village de vivre. Donc, ils viennent vendre leurs créations. Ils viennent passer 3-4 mois en France et donc on leur permet de vendre leurs créations pendant ces 3 jours. Il y a de la cuisine du monde également. Et la ville de Sète nous installe une grande scène de 10 mètres où il y a des performances, de la danse, du théâtre, de l'impro, des concerts tous les soirs. Et ce festival est gratuit, entièrement gratuit. Je pense que c'est le seul qui est gratuit à Sète. Les autres festivals proposent des événements gratuits ponctuels, mais en général, les places sont payantes. Et donc, on tient absolument à ce que cela reste gratuit et accessible à tous. Cette année, dans le cadre du thème La jeunesse, on a proposé à 300 jeunes, 6 établissements éducatifs sétois, de travailler sur le thème « Mon rêve d'Afrique, c'est quoi ?» Et donc, on a un lycée, le lycée Charles de Gaulle, donc 6 jeunes filles qui ont créé des parures en s'inspirant des fraises sous Louis XIV. Et elles ont donc, avec l'aide de leur prof d'art plastique et l'enseignante en section mode, elles ont dessiné elles-mêmes leurs parures en s'inspirant de parures africaines et de fraises sous Louis XIV. Et donc, elles ont créé leur propre parure et avec donc des perles, des tissus africains. Donc, elles sont venues dans notre atelier, elles ont pu choisir des produits. Donc, dans notre caverne d'Ali Baba, on a un petit local, voilà. Et donc, ces parures seront présentées au défilé de mode avec des vrais mannequins le 14 juin à Montpellier. Puis à Sète, le 22 juin, nous faisons deux défilés de mode avec nos créations et les créations de ces jeunes filles. Il y a l'IME à la Corniche également qui ont fait un travail formidable avec des enfants donc, en situation de handicap. Il y a une 30aine d'enfants qui ont créé avec leurs professeurs et des intervenants extérieurs donc des sculptures, du théâtre, des contes africains, des sculptures en métal,
Enfin, tout sera exposé pendant le festival à la médiathèque pendant 3 jours. Il y aura un concours aussi. Alors le concours, ça y est, il a eu lieu. Le jury s'est réuni il y a 2 jours. Et donc, en fait, le but, c'était de récompenser tous les enfants. Et on a mis des A, des A+, des A-. Et Génial. voilà. Et donc, on va tous les récompenser, et également les enseignants. On veut que tout le monde soit récompensé d'avoir adhéré à ce projet. Et voilà, donc c'est un très beau festival et je vous invite à venir le découvrir. Voilà, il y a une exposition également au Georges Hôtel à Sète avec 3 artistes. Il y a des ateliers intergénérationnels gratuits également qui démarrent le 19 juin l'après-midi. Donc on s'inscrit par le biais de la médiathèque. J'ai un artiste qui est d'origine congolaise, qui vit au Québec, qui vient donc du Québec et qui nous propose un atelier masque, un atelier courge. Il va faire des lampes courges et un spectacle sur l'origine des masques et beaucoup d'autres ateliers. Je ne peux pas tous les citer, il y en a énormément. Il y a la présentation d'un livre aussi. Oui, il y a la présentation d'un livre avec Marie Viard et Macken. C'est un livre d'un jeune migrant qui est arrivé donc ici il y a quelques années. Elle l'a accueilli. Et en fait, pour l'aider à exprimer ce qu'il avait vécu, cet enfer de ce trajet entre le Mali et la France, elle a commencé à écrire quelques phrases et à surtout dessiner. Elle a fait un livre magnifique et donc il va être présenté également pendant le festival. Il y a des projections de films, un film de Laurence Kirsch qui a été réalisé avec des enfants à Metz. Il y a 3 femmes également qui ont été filmées. Une qui plonge dans les tantaux, qui va découvrir les hippocampes. Une autre qui est trapéziste sur un catamaran. Et une femme qui est vigneronne. Donc ce film qui est... Bon, ils vont goûter du vin. Il va être présenté pour la première fois au festival aussi, avec la réalisatrice et les acteurs de ce film. Donc ce festival est très riche d'événements. En fait, il y a de tout, du théâtre, de l'impro, de la Extrêmement danse. riche d'événements très variés. Oui. C'est ce qui vous occupe le plus de votre temps au niveau de l'association, mais vous faites plein d'autres choses, des actions humanitaires aussi avec l'Afrique. Oui, j'ai organisé... Et ce livre, il s'appelle comment ? Alors c'est Macken, T. Macken. Donc vous avez le programme qui est sur mon site internet du festival. Et donc, alors attendez, je reprenne. Excusez-moi. Le livre Macken Mouchkil. Voilà. Et à un moment, j'ai été interpellée par une de tes phrases. Oui. Tu as dit il y avait une dame qui a beaucoup souffert pour arriver en France. C'est un jeune migrant. Un jeune migrant, mais il a souffert entre le passage de son pays à la France, ou il a souffert après, en arrivant en France, ou entre... Non, son voyage. C'est son voyage entre le Mali... Ça concerne les passeurs. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on dise des mots exacts. Ça concerne les passeurs. Voilà. Et ils ne sont pas punis, les passeurs. On organise également un marché de Noël tous les ans, fin novembre, dans une chapelle à Sète, avec de l'artisanat occitan et africain. Et j'ai rencontré des jeunes migrants qui sont venus, qui sont sur Ganges actuellement, qui ont 15-16 ans. Et 2 d'entre eux ont écrit également des récits pour le concours qu'on a organisé. C'est important, les récits. C'est très important, les récits. Oui, d'extérioriser de laisser une toute trace cette souffrance. de toute cette Et en souffrance. même temps, on arrive avec les récits à pouvoir un peu soulager on soulage la haine, on soulage... ça devient paix. Vous êtes tous d'accord avec moi ? On devient paix. Et en même temps, en écrivant, on réalise que peut-être il y a encore autre chose de plus fort. Voilà, qui est important. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez amené l'affiche du festival, qui est magnifique et très colorée, qui est vraiment tout à fait symbolique de l'Afrique. Vous pouvez donner le nom de l'artiste. Magnifique, alors, en fait, le nom de l'artiste Michel Rocher crée un tableau pour chaque édition
selon le thème. Donc là, c'était la jeunesse, donc il a peint ce tableau. Et voilà, on a l'immense chance qu'il nous... Il a écrit aussi. C'est lui qui a fait l'écriture. Ah non, alors j'ai beaucoup de chance. Je suis entourée de peintres, d'un infographiste Renaud Villemar qui fait, voilà, évidemment toute la communication. J'ai également une journaliste qui s'occupe de la communication. Je suis vraiment très bien entourée. J'ai 40 bénévoles. C'est vraiment... on arrive à fédérer avec cette association énormément de monde. L'atelier création tous les lundis soirs est gratuit. On partage nos compétences. On apporte tout ce qu'on a à la maison, les bouts de tissu, les fils. On essaye de partager. En la regardant, on voit que c'est une femme de cœur, que c'est une femme sincère. C'est vrai qu'en fin de compte, je crois, les filles, vous êtes d'accord avec moi, monsieur, le seul monsieur de la bande, nos traits de visage détonnent sur notre caractère et notre sincérité et notre richesse de fidélité. Et vice-versa. Et vice-versa. T'es d'accord? Donc Sylvie, dites-nous face caméra, où est-ce que l'on peut avoir des informations sur votre association, sur le festival? Oui, alors Festival Nord-Sud ou les Amis de l'Afrique, sur les réseaux, sur Insta. Nous avons également un site internet où vous pouvez donc voir tout ce qu'on fait. Quand je vais en Afrique, quand on organise des circuits en Afrique, quand on va dans les écoles là-bas, quand on organise le festival, les marchés de Noël. Enfin, notre atelier également, notre atelier création. Donc le site internet, c'est le LAA-association-7.com. Et voilà, et donc sur les réseaux, vous trouverez Festival Nord-Sud et les Amis de l'Afrique. Voilà. Vous êtes sur Facebook et sur Instagram également. Oui, tout à fait. Très bien, voilà. Très bien. Mais on vous souhaite. J'espère que pendant ce festival, tu mettras tout. Il y aura un caméraman qui pourra. Alors nous avons 3 photographes qui suivent le festival et nous avons 3 caméramans également. Et il y a des films qui vont être réalisés, des films sur l'événement. Donc on rappelle la date, c'est du 19 au 22 juin. Du 19 au 22 juin à 7 et le 14 juin à Montpellier, à l'Arbre Blanc. Donc une sorte de vernissage à Montpellier. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux regarder la caméra, redonner la date, comme ça les gens vont pas l'oublier en répétant 2 fois. On n'oublie pas. Alors Festival Nord-Sud du 19 au 22 juin 2024 à 7 dans le patio de la médiathèque François Mitterrand et le 14 juin à 18h30 vernissage au réservoir à l'Arbre Blanc. Voilà. Donc pour te joindre, est-ce qu'il y a... Alors vous pouvez me joindre... on donne le numéro ou on ne donne pas le numéro? Il n'y a pas de souci, je peux donner mon numéro de téléphone, c'est le 06 03 32 20 88 ou par mail laa34200@gmail.com. Merci. Et en plus, c'est très facile. Beaucoup. LAA, là. C'est ce que j'étais en train de lire. Là. Et merci pour votre accueil. Merci. Et vraiment très bien. Merci et à on vous dit merci. On remercie tous les artistes. Merci à la technique. Merci à tous les auditeurs qui sont venus nous voir. Vous avez vu le nombre de personnes qui viennent de plus en plus nombreux. Hein, et donc, on vous dit merci. Et on dit merci à tout le monde qui nous regarde. Bye bye. Bonne soirée.